allons parler maintenant de l'accompagnement aux usages numériques en santé. Une conférence peut-être un petit peu plus technique. Alors pour ça, j'accueille Salim Bretagnol. Bonjour. Alors vous êtes animateur territorial. Alors je lis ma fiche parce que c'est un petit peu loin. Du groupement de coopération sanitaire SARA. Absolument. Bon, tout juste. Absolument. Merci à vous. Et j'accueille également donc Laurent Laluc. Bonjour à vous. Alors vous êtes directeur délégué du centre hospitalier public d'Hauteville. Voilà. Alors l'enjeu de cette conférence, l'enjeu ici, c'est la sécurité et la qualité des parcours de soins. Alors quels sont les outils qui garantissent que le médecin a toutes les informations utiles pour soigner son patient? Et là, on parle bien de numérique. Alors tout à fait. Le groupement de coopération sanitaire SARA est un GCS qui a été initié. Alors c'est quoi un GCS? Redites-nous. C'est un groupement de coopération sanitaire. C'est en fait un groupement de professionnels avec des moyens qui permet de pouvoir aider en fait d'autres structures dans des projets en fait de systèmes d'information. Donc ce qui va être échange et partage. On fait vraiment la différence entre l'échange d'informations et le partage d'informations. L'échange d'informations va être de pouvoir justement envoyer ou recevoir des informations donc par un flux sécurisé concernant justement un patient ou un usager. Dans ce cadre-là, il faut voir clairement qu'il y a ensuite le dispositif de partage. Et le partage, c'est plus en fait de l'information qu'on va déposer quelque part et le patient va pouvoir donner l'autorisation, l'habilitation ou pas, justement, à certains professionnels pour aller justement chercher cette information. Et c'est vraiment cette différence entre l'échange et le partage et qui permet d'avoir l'ensemble des choses dans le parcours. Donc là, on parle voilà, du parcours de santé d'un patient lambda donc dans un dossier numérique. Absolument. Absolument, absolument. C'est que maintenant, l'ensemble des informations est toujours inscrite, justement, soit dans un échange de données, soit inscrit dans un dossier patient informatisé. Que ce soit dans le cadre, en fait, de ce qu'on appelle la médecine de ville, donc ça va être chez votre médecin traitant, chez un professionnel spécialiste, ou alors dans des établissements. Les établissements sont bien entendu tous équipés de dossiers patients informatisés qui vont être ensuite reliés entre eux à d'autres bases, d'autres dispositifs. Le GCS SARA justement va apporter cette aide au niveau des outils, au niveau de l'organisation sur les projets. Nous allons pouvoir avoir à disposition des professionnels différents outils gratuitement parce que nous sommes financés à 100% par l'Agence régionale de santé. Nous sommes issus justement en fait, d'une volonté de l'Agence régionale de santé. Donc ce sont les établissements fondateurs qui sont les Hospices civils de Lyon, CHU de Grenoble, CHU de Clermont-Ferrand, le CLB et d'autres, qui ont permis en fait de créer le GCS qui s'appelait CISRA à l'époque et nous avons fusionné avec nos homologues auvergnats pour devenir SARA il y a quelques années. Et notre but est vraiment d'accompagner les établissements, les professionnels de santé libéraux. Je vais même dire maintenant depuis plusieurs années, quand on va parler de professionnels de santé, on ne parle plus que de professionnels sanitaires, on parle aussi de professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Parce que maintenant, on prend vraiment en fait le parcours du patient et de l'usager dans sa globalité. Et donc, dans son parcours, il peut tout à fait avoir besoin justement d'un professionnel de santé qui va être aussi bien du côté sanitaire que sur le côté médico-social. Donc ça, c'est important. Et l'ensemble des outils est mis à disposition de tous ces professionnels. À ceci, on peut voir sur l'écran effectivement que nous avons une messagerie sécurisée qui va être assujettie à la fameuse MSS, Messagerie sécurisée de santé, qui est la norme nationale d'échange, qui est valable pour tout professionnel de santé. Ces outils qui sont adossés justement à la MSS, en fait, vont correspondre à un cahier des charges. Ce cahier des charges, il est national, et à partir du moment où l'outil correspond à l'ensemble du cahier des charges, il vous assure trois choses. Il vous assure en fait une sécurisation de la donnée, une confidentialité et une traçabilité. Si l'outil correspond au cahier des charges MSS, cela veut dire aussi qu'il est interopérable avec les autres outils. Ça veut dire que même si ce n'est pas le même outil que votre correspondant utilisera, à partir du moment où il y a le tampon MSS dessus, qu'il est certifié MSS, ils peuvent communiquer ensemble.
Je fais souvent le parallèle avec le mail standard classique, que ce soit avec un Outlook, avec un Zimbra, avec un client Gmail. Vous envoyez un mail, vous ne posez pas la question de savoir avec quel client de messagerie votre correspondant va récupérer en fait votre mail. Vous avez envoyé votre message. Voilà, exactement. Pour la messagerie sécurisée, c'est pareil. Il y a un annuaire national. Cet annuaire national va justement centraliser l'ensemble des correspondants qui ont une adresse de messagerie. Ce qui fait que même d'ailleurs, vous n'avez, je prends dans notre outil, même pas en fait le besoin d'avoir son adresse complète quelque chose mssanté.fr, qui sont en fait toutes les racines de messagerie pour la MS Santé. Juste avec son nom et prénom, vous pourrez en fait le retrouver. Pour le GCS, Sarah, nous avons en fait déjà en fait une forte antériorité parce que nous accompagnons déjà les établissements en amont sur un ancien dispositif régional qui s'appelait ZEPRA, le Zéro Échange Papier en Rhône-Alpes, et qui nous permettait déjà d'avoir, on va dire, une sensibilisation sur l'envoi sécurisé. Ce qui fait que maintenant que nous sommes passés à la MSS, nous avons à peu près un peu plus de maintenant même d'1,6 million documents mensuels qui sont envoyés justement par ce flux-là, ce qui est quand même énorme. Nous avons à peu près effectivement plus d'un tiers des usages nationaux rien que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a des professionnels aussi qui sont très dynamiques et très impliqués. Donc c'est vraiment une grande force. Nous avons presque 200 structures maintenant qui permettent de pouvoir avoir ce qu'on appelle nativement la messagerie sécurisée directement dans leur outil. Et à ceci, il y a bien sûr la possibilité de pouvoir déposer dans le fameux DMP, le dossier médical partagé, qui, comme je le disais, si la MSS était la norme d'échange national, le DMP est la norme de partage national. C'est l'outil justement qui va être maintenant, on va en parler plus tard aussi, au sein en fait de mon espace santé, qui va permettre de pouvoir centraliser les documents qui vont être adressés directement dans le dossier du patient. Nous avons un autre outil en fait qui permet de suivre en fait tout ce qui va être structure de coordination. Nous avons 90 structures qui l'utilisent actuellement sur la région, qui va permettre de pouvoir identifier, de pouvoir avoir une file active particulière sur les patients pour pouvoir aussi partager ces informations et avoir de plus en plus, on va dire, une vision globale du parcours. Donc très important. Et un de notre outil qui est vraiment plébiscité par les professionnels de santé, que ce soit en structure ou libérale, c'est va être MonSysra. MonSysra a deux fonctionnalités principales. La première, c'est bien entendu d'être une messagerie sécurisée de santé. Et la deuxième va être d'être aussi en fait un portail vers le reste des applicatifs régionaux. Dans les applicatifs régionaux, vous allez avoir en fait des outils comme Via Trajectoire, comme le carnet de vaccination électronique, comme les modules pour les attestations de vaccination, les certificats de décès, la déclaration des BHR, et j'en passe. D'accord. Là, on s'adresse bien aux professionnels, hein, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Nous sommes vraiment que sur les professionnels de santé. À ceci, maintenant, donc, on a un peu plus de 87 000 utilisateurs justement de MonSysra sur la région et c'est en constante augmentation. Donc, ça permet vraiment d'avoir un outil qui va être mis à disposition, encore une fois, je le répète, gratuitement pour tout professionnel de santé qui veut être, je vais dire, dans les clous par rapport à l'échange d'informations. Ça couvre au niveau du territoire à peu près en pourcentage, on a déjà une idée ou pas? Parce que là vous dites 87 000, mais... Sur l'ensemble de la région Qu'est-ce qui reste à déployer sur la région Rhône-Alpes? Je vais dire au niveau des professionnels, on va avoir un petit peu plus en fait de professionnels à sensibiliser côté Auvergne parce qu'on a aussi démarré plus tard en fait sur leur côté et on va devoir aussi toucher d'autres professions peut-être plus paramédicales qui sont encore aussi sensibilisées mais plus tardivement que on va dire l'équipe de premier recours. Et par rapport à votre objectif, on est plutôt à un tiers, la moitié, on en est où au niveau du déploiement? C'était plutôt dans ce sens-là. D'accord. Alors actuellement, je vais dire sur l'équipe de premier recours, on est à quasiment presque 80-90% des professionnels qui sont équipés. Et sur les paramédicaux, il va nous rester, on est à la moitié du chemin. La moitié du chemin. C'est à peu près ça. À ceci, bien entendu, sur tout l'écosystème que vous pouvez voir, la grande nouveauté, ça va être aussi de pouvoir maintenant avoir cette fameuse messagerie qui va pouvoir être accessible aux patients et d'avoir la
capacité de pouvoir envoyer par flux sécurisé, justement, directement en fait, les informations dans mon espace santé et dans ce qu'on appelle la messagerie citoyenne. Mais là, je vais laisser la main justement à mon collègue. Oui, oui, parce que vous, ce que vous souhaitez au centre hospitalier d'Hauteville, finalement, c'est que chaque professionnel de santé soit un ambassadeur du numérique dans le domaine. Oui, parce qu'on a tous un rôle à jouer vis-à-vis des patients. Comme vient de l'expliquer Salim, aujourd'hui, tout l'environnement technique ou l'outillage des professionnels de santé existe pour faire en sorte qu'on ait des parcours de santé qui soient sécurisés avec un échange d'informations pour les patients. C'est important parce qu'un patient arrive par son médecin traitant par les urgences, il va sur un service de MCO pour se faire opérer par exemple, puis après il finit en soins de suite et réadaptation à Hauteville. Tout ça est suivi parce qu'il y a une lettre de liaison à chaque fois entre chacune des étapes. Mais le patient qui est allé se faire hospitaliser, il le sait ou il ne le sait pas, généralement il part avec son document, donc il est supposé le savoir. Mais en tout cas, ça peut être aussi fait de façon transparente parce qu'il y a des patients qui en fait, sont pas forcément en capacité de suivre toute leur documentation administrative médicale. Peu importe, en tout cas, effectivement, le système est déjà préparé. Ce qui est important, là maintenant, c'est la question de l'historisation. C'est-à-dire comment le praticien devant lequel je suis sait qu'il y a 10 ans, j'ai été opéré avec telle contre-indication ou telle réaction à tel médicament. Ça, c'est une donnée qu'aujourd'hui, on n'a pas si on change d'un établissement à un autre, si on change d'une région à une autre, etc. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas cette logique-là de parcours sécurisé où on assure la qualité et la sécurité des soins des patients. La logique de mon espace santé. Ça passe par la parole. Ça passe par la parole. Voilà. Si on qu'on peut s'exprimer, qu'on s'en souvienne, qu'on ne soit pas non plus dans une situation de stress, parce que quand on a un rendez-vous médical, parfois, on perd aussi un peu de ses capacités ou de ses moyens. Voilà. Là, la logique, c'est d'avoir une historisation de tout son parcours patient depuis toujours, en fait. C'est la logique de mon espace santé. D'un établissement à l'autre, d'un professionnel à l'autre. Exactement. C'est la logique de mon espace santé. Alors, a priori, on est tous concernés mon espace santé, puisqu'on est tous assurés de l'assurance maladie, en fait. Et que mon espace santé, à la différence du DMP où on devait ouvrir personnellement, là, c'est ouvert automatiquement pour l'ensemble des assurés. Mais on n'est pas tous au courant. Mais on n'est pas tous au courant. Alors, c'était un petit peu l'objet de la présentation. Il y a eu toute une campagne d'information des patients, que ce soit par Internet, par la télévision. On a reçu des courriers, des mails, la presse, etc. Ça a été un peu suspendu sur la période des campagnes électorales. Et la campagne, en fait, va reprendre d'ici quelques semaines. Donc, vous allez à nouveau recevoir, non pas des spams, mais des courriers d'information ou des mails d'information pour vous expliquer à quoi correspond mon espace santé. Juste pour résumer, c'était un petit peu cette diapositive-là. Mon espace santé, on rappelle, c'est le dossier médical, donc, dans lequel il y a toutes les informations qui sont déversées automatiquement par tous les professionnels de santé, que vous pouvez gérer vous-même. C'est votre donnée de santé, c'est vous qui en êtes propriétaire et qui la maîtrisez. S'il y a des professionnels auxquels vous ne voulez pas donner accès aux données de santé, vous pouvez interdire l'accès à certaines données de santé. Vous ne pouvez pas empêcher que les données soient déversées dedans, mais vous pouvez limiter l'accès à ces données-là. Vous pouvez aussi ouvrir l'accès à d'autres personnes de confiance, ce genre de choses. L'autre chose, c'est la messagerie. Et alors, juste pour en revenir là, sur l'espace santé, est-ce que c'est facile d'accès pour le lambda? Est-ce que c'est facile d'accès? Parce que là, on dit oui, on peut faire ci, on n'est pas obligé de donner l'accès à tout. Oui, mais est-ce que c'est facile? Parce que bon, peut-être pas la même chose quand on a une quarantaine d'années, puis quand on en a 90. Alors, ça fait appel à deux choses. Il y a des gens de 90 ans qui sont très compétents. Ah, mais ça, c'est clair. Il y en a d'autres à 40 ans qui ont des compétences qui sont moyennes. Donc, c'est vrai. C'était un peu stigmatisant de parler de l'âge, mais néanmoins, il y a quand même des personnes pour qui c'est compliqué, peu importe l'âge. Et ben, en fait, c'est tout le programme Mon Espace Santé, le programme des ambassadeurs dont je vais parler un petit peu après. L'idée, c'est de faire en sorte que, puisque c'est un outil de capacitation des patients, de dire, vous êtes aujourd'hui en capacité d'être autonome sur votre donnée de santé, de gérer votre parcours, de gérer les personnes qui ont accès à vos données de santé, etc. C'est comment on amène cette capacitation-là aux personnes, y compris sur les compétences numériques de base. Et le programme des ambassadeurs Mon Espace Santé, c'est justement de détecter est-ce que vous êtes autonome ou pas sur votre espace santé. Si vous ne l'êtes pas, comment est-ce qu'on peut vous renseigner et vers qui vous pouvez aller vous faire former ou vous renseigner. Je vais y venir un petit peu après, parce qu'effectivement, c'est là le rôle que nous, on veut jouer en tant qu'établissement de santé vis-à-vis de nos patients. Et donc, pour résumer, l'espace santé, donc il y a le dossier médical, la messagerie sécurisée de santé. C'est pas pour envoyer des vœux à son médecin, c'est vraiment pour la question des informations médicales. Il doit nous transmettre une ordonnance, ce genre de choses, ou des consignes, etc. Ça passe par cette messagerie sécurisée, qui est en fait une messagerie qui est basée sur l'identifiant national de santé, donc un numéro de sécurité sociale, si je résume. Et puis un catalogue de services, parce que l'idée, c'est de savoir, si vous voulez utiliser des services en santé, comment vous vous assurez que le service que vous utilisez n'est pas un service prédateur.
C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas utiliser vos données de santé à des fins commerciales, etc. etc. Le bouquet de services qui est prévu dans mon espace santé, c'est de dire toutes les applications qui seront dans ce catalogue de services auront été des services qui auront été expérimentés et validés comme étant des services sécurisés, non commerciaux, à destination uniquement de l'amélioration de la qualité et sécurité des soins des patients. C'est aussi le cas d'un autre projet qu'on mène avec le CHB sur les tiers-lieux d'expérimentation, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui pour en parler. Donc, le plan de déploiement national, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est la façon dont la campagne s'est faite. Elle s'est interrompue sur la période des élections et elle va reprendre d'ici quelques semaines, sachant que vous avez un correspondant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est Madame Laure Dalichamp, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc c'est moi qui en suis là à présenter sa stratégie. Très bien, vous faites très bien. On essaie de faire ce qu'on peut, mais en tout cas, il y a une vraie stratégie de déploiement, y compris pour accompagner les professionnels de santé, etc. Et c'est un travail qui est mené avec l'assurance maladie à la fois sur l'information des patients et l'information des professionnels libéraux, et puis après par le ministère. France Asso Santé aussi fait toute une campagne d'information et de webinaires pour informer les patients au travers des associations de patients. En gros, on essaie d'avoir la plus large information possible pour que tout le monde soit sensibilisé et de façon compréhensible par tout le monde. C'est la logique des ambassadeurs, en fait, c'est à ça qu'on vient. Donc mai-juin 2022, on a sensibilisé les usagers, les professionnels de santé, les établissements, les associations de patients. Et maintenant, on en est à la sensibilisation et à la création du réseau d'ambassadeurs avec comme cible prioritaire l'écosystème de l'inclusion numérique. Donc pour vous décrire l'inclusion numérique, c'est comment on accompagne les gens qui se trouvent éloignés du numérique à 40 ou à 90 ans, en fonction de leur niveau de compétences respectives, sur l'utilisation des outils de base. Pourquoi ? Parce que utiliser son espace numérique en santé, ça nécessite de savoir se connecter à Internet, de savoir repérer ce qu'est une donnée de santé, de savoir peut-être créer une adresse mail, etc. Ce sont des compétences numériques de base. Ça ne va pas être à nous, l'hôpital, d'apprendre aux gens comment on crée une adresse mail, ce n'est pas notre travail. Il y a des réseaux pour ça, donc ils peuvent aller se former dans les réseaux de médiation numérique. Vous allez rediriger en fait. On peut rediriger. Et inversement, quand le réseau de médiation numérique voit quelqu'un qui veut venir travailler sur son espace santé, il peut l'aider à accéder à son espace santé, à le paramétrer. Mais s'il a des questions médicales sur qu'est-ce que je fais de cette information-là, le médiateur numérique ne va pas être en capacité de renseigner la personne et pourra le renvoyer vers l'hôpital ou un service de santé ou un professionnel de santé en disant cette donnée-là sur votre espace santé, il faut que vous alliez vous la faire expliquer par quelqu'un qui sait faire de la santé, puisque c'est son métier. L'état d'avancement de la démarche des ambassadeurs, donc c'est ce que je vous disais, en fait, c'est un déploiement au niveau national. Sur les partenariats d'ampleur nationale en cours, vous avez, c'est ce que je vous expliquais, France Asso Santé, la Croix-Rouge, la MENNUM, qui est la coopérative nationale de la médiation numérique, dont j'ai été président, donc c'est pour ça que c'est des réseaux avec lesquels je suis un peu familiarisé. Voilà. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur le plus vaste réseau possible de déploiement sur tout le territoire, pour que les gens aient toujours une porte d'entrée où qu'ils soient, y compris au milieu rural, dans les maisons France Service, de se dire, les personnes qui peuvent m'accompagner pour ouvrir mon compte CAF ou mon compte Amélie, est-ce qu'ils peuvent aussi m'aider à ouvrir mon espace santé et à savoir comment je gère ma donnée, sur quel site je vais pour me renseigner, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la formation la plus large possible. Et inversement, c'est ce que je disais, la responsabilité pour nous, dans le réseau de structures personnes professionnelles ou volontaires, de dire comment nous, en tant qu'établissement de santé, on s'intègre dans cette responsabilité-là. C'est la logique de la responsabilité populationnelle du professionnel de santé, de dire il faut que j'accompagne la population à avoir la meilleure qualité et sécurité des soins. Ça passe aussi par l'accès à son information médicale et à sa donnée de santé, et plus généralement à la sécurisation de son espace de données de santé et de la gestion de sa vie sur Internet. L'un n'allant pas sans l'autre. L'un n'allant pas sans l'autre. Donc, comme on l'a dit, accélérer les usages, c'est une des priorités fortes de l'ARS. Donc, il y a plusieurs établissements qui ont été moteurs pour tout ce qui est le déploiement de la messagerie sécurisée de santé, etc. Donc, on a déjà sur le territoire des acteurs qui sont très, très impliqués sur le déploiement des outils et des dispositifs. Maintenant, il reste la question d'accompagner les populations, donc avec le réseau des ambassadeurs, et avec la conclusion qui est recherchons ambassadeurs pour réussir ensemble. Et c'est ça la logique sur laquelle nous on travaille sur le CHPH aujourd'hui. Donc c'est pas pour rien que c'est le directeur délégué du CHPH qui intervient, parce que notre logique c'est de former nos bureaux des entrées et nos secrétariats médicaux pour que quand un patient vienne faire son admission, il a déjà eu un parcours de santé précédemment, de lui dire est-ce que vous avez votre espace santé qui est créé? C'est 3 questions. Hein. Est-ce que vous avez votre espace santé qui est créé? Est-ce que vous savez comment il est alimenté, y compris par votre parcours de soins ici? Et est-ce que vous voulez vous faire aider pour savoir comment utiliser votre espace santé? Et qu'est-ce que vous répondez alors aux patients qui arrivent comme ça et qui va vous dire mais je ne sais pas quel intérêt? L'intérêt, c'est ce que j'expliquais au tout début, c'est-à-dire que la personne, comment elle veut s'assurer que tous les professionnels de santé qui vont s'occuper d'elle je pense que c'est important d'insister là-dessus parce que effectivement, c'est pas forcément une évidence parce qu'on a vécu ça. Donc, alors pourquoi vraiment?
On a vécu sans, mais aujourd'hui, on ne vivrait pas sans avoir accès à l'intégralité de ses relevés de compte bancaire sur son application mobile ou sur Internet. Ouais, c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Et par contre, la question de mon parcours de santé et de ce que j'ai fait dans les mois précédents, voire les années précédentes en termes de soins, l'historicisation de ça, en fait, a priori, les gens s'en soucient pas en se disant mais c'est pas grave, je suis pris en charge par des gens qui prennent soin de moi. Et c'est vrai, on prend soin de la personne. C'est peut-être toujours avec ce sentiment que finalement le médecin généraliste sait, que son spécialiste sait, mais en fait non. Parce qu'il n'y a pas de lien pour peu que vous soyez soigné dans un autre établissement, hein, ce que vous disiez au début. Exactement. Donc finalement, c'est très important qu'il y ait un espace où on a son parcours de santé. Si je résume, hein, vous me dites, hein, où on a son parcours de santé avec les difficultés, en sachant qu'on a le droit donc de ne pas tout dire à tout le monde, hein, si j'ai bien suivi. Mais au moins, on sait qu'en cas de gros problèmes de santé, celui qui va nous prendre en charge peut avoir accès immédiatement à l'ensemble des données pour peu qu'il y aille. Tout à fait. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail du fonctionnement de mon espace santé, mais effectivement, il y a un dispositif qui s'appelle bris de glace. C'est-à-dire que le jour où vous arrivez aux urgences, puisque vous êtes supposément inconscient, le médecin des urgences a le droit de forcer toutes les autorisations sur votre espace santé pour aller chercher tout votre historique, pour vous sauver et surtout aller chercher s'il y a des contre-indications médicales, etc. S'il y a des produits qui sont allergiques et qui risquent de vous dégrader plus que l'état dans lequel vous êtes, c'est important que le médecin ait accès à cet historique-là. Ça inverse aussi un petit peu la responsabilité du médecin et du patient jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le médecin devait s'appuyer sur la parole du patient par rapport à son historique. Et ça se limitait à ça. Sa responsabilité, c'était ce que vous m'avez dit, et je ne peux pas faire plus ou connaître plus que ce que vous m'avez donné à en savoir. Avec mon espace santé, ça augmente la responsabilité du médecin parce qu'il a un accès complet à l'intégralité du dossier du patient pour peu que le patient lui ouvre les droits, ou que les droits soient ouverts et n'aient pas été limités. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le médecin ne peut plus dire « je ne savais pas ». Alors, il y a un enjeu en termes de responsabilité médicale qui est important. Hein. Donc la sensibilisation des professionnels de santé sur mon espace santé, sur comment j'utilise mon espace santé quand j'ai un patient qui vient me voir, etc., est cruciale aussi. Et dans la logique de formation, nous, on a la responsabilité vis-à-vis des patients de leur dire voilà le cadre dans lequel on va alimenter vos données de santé, mais on a aussi une responsabilité de former nos professionnels en leur disant attention, il y a un enjeu pour vous en tant que praticien, pour nous aussi en tant qu'établissement, parce qu'on a les médecins qui exercent chez nous, on a une responsabilité pour les former à l'utilisation de ces outils-là. Mais oui, ça augmente largement la responsabilité médicale, mais c'est aussi une avancée dans le cadre de la démocratie sanitaire. Parce que je parlais de capacitation des patients tout à l'heure, la logique, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui la maîtrise de leurs données de santé. Sauf que la donnée de santé, c'est quelque chose de précieux, ça ne s'exerce pas n'importe comment. Et il y a toute une logique d'acculturation de la population et des professionnels de santé en disant attention, tout ça s'inscrit dans un environnement assez vaste, avec des périls. J'aime pas insister sur la logique des menaces et des périls, mais il y a toute la question de la cybersécurité, etc., qui va derrière. Il y a la question de à qui je donne ma donnée de santé, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce que je vais chercher de l'information médicale, est-ce que je vais sur le site santé.fr, est-ce que je vais sur des forums de médecine alternative, pourquoi pas si c'est ce que je veux, mais il ne faudrait pas, en cherchant une information médicale correspondant aux critères ou aux pratiques qu'on a habituellement, que je me fourvoie sur un site qui est avec des informations qui ne sont pas forcément démontrées scientifiquement. Donc tout ça, c'est comment on gère sa vie numérique, ce qui est une compétence numérique de base. Et le deuxième niveau qui est encore plus important parce que c'est notre santé, comment je gère mon parcours, ou mon itinérance numérique en santé. Voilà, donc tout ça avec un accompagnement, bien sûr, quand on n'est pas à l'aise avec le numérique. Et puis là, vous parliez effectivement des difficultés que ça peut entraîner. Bon, moi, je vois aussi les avantages côté patient, bien évidemment, parce que ça veut dire que le médecin, il a accès donc à des informations qui peuvent vous faire gagner du temps, un temps précieux, vital. Malgré tout, parce que comme vous disiez, inconsciemment, vous arrivez, vous êtes inconscient, vous risquez pas de donner les détails qui peuvent vous aider à ce moment-là. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce parcours-là pour le patient, accessible dans un moment crucial. C'est un enjeu de qualité, sécurité des soins. On a été très centré pendant des années sur la certification des établissements jusqu'à 2014, jusqu'aux dernières certifications, où c'est est-ce que l'établissement met en place toutes les procédures qui sont utiles pour assurer la qualité et sécurité des soins aux patients. Et au CHPH, on est content parce qu'on a une certification A, c'est-à-dire qu'on a une très bonne qualité sécurité des soins. La logique aujourd'hui, c'est de dire on est dans une logique de parcours patient. C'est-à-dire que ce n'est pas juste ce qui se passe dans votre établissement qui est intéressant, c'est comment on articule cette prise en charge avec l'amont, l'aval. Est-ce que le
patient est informé de ce genre de choses. Alors on en est encore au balbutiement, mon espace santé s'ouvre seulement, le DMP n'était pas véritablement bien utilisé par tout le monde, pas forcément systématiquement alimenté. La stratégie qui est en place depuis le 1er janvier avec l'ouverture de mon espace santé, on change d'échelle en fait. Et donc ça va changer aussi nos pratiques à un moment dans les établissements, et tout ça avec une logique de qualité-sécurité des soins, non seulement dans l'établissement, mais dans le parcours de soins du patient. Avec un patient qui devient donc maintenant complètement acteur et pas seulement le patient Oui, mais il peut aussi ne pas l'être. subit. Il peut aussi, ça peut être complètement transparent pour lui, comme ça peut être transparent pour le médecin de se dire, je ne fais pas la démarche volontaire d'alimenter mon espace santé. Ça se fera de façon automatique parce qu'il va faire son compte rendu, ça va se déverser. C'est à ça que sert l'outillage du système d'information. Et pour le patient qui n'a pas envie d'aller dans mon espace santé, il n'y va pas, il n'est pas obligé d'y aller. Mais en tout cas, l'information est disponible pour les patients, enfin pour les praticiens ou les professionnels de santé qui vont avoir à gérer une partie de son parcours. À condition que les praticiens adhèrent, bien évidemment. On est d'accord. C'est vrai que c'est un peu technique, mais je pense que vous avez été très clair. Je vous en remercie d'ailleurs. Peut-être qu'on peut passer aux questions du public, si vous en avez. Et il y en a une. Je vous laisse vous présenter. Merci. Oui, vous m'entendez ? Très bien. Voilà, je m'appelle Patrice Terny et je suis conseiller numérique France Service à Hauteville. Et donc, j'ai pour mission de monter la population en compétences sur le numérique. Je fais partie du dispositif des conseillers numériques. On est une quarantaine dans l'Ain et 4000 en France. Et donc, je travaille en partenariat avec la Maison France Service d'Hauteville, qui maintenant, d'ailleurs, s'appelle tout court France Service depuis quelques jours. Et j'ai des groupes de 8 personnes à qui je fais une dizaine de cours successifs. Sur leur montée générale en compétences dans le numérique. On achète des billets de train, on va acheter sur Internet et on envoie des emails. Dans l'un de mes cours, j'ai traité 3 sujets. Le premier, c'est France Connect. Le deuxième, c'est Digipost. Et le troisième, c'est justement mon espace santé. Et je dois dire que ça a recueilli un très bon assentiment de la part de mes élèves. Les gens étaient un peu étonnés. Ils étaient restés sur la mauvaise impression que le DMP avait fait, c'était un flop. Les gens ils savent à peine ce que c'est et puis ils en ont une idée un petit peu négative. Par contre, ils sont prêts à aller, ceux que j'ai vus, dans l'espace santé parce que si on leur explique bien les tenants, les aboutissants et tout ça, donc visiblement il y a de quoi faire. Et puis à condition qu'on arrive à faire bien passer le message, ce que je tente de faire à chacun des groupes que j'ai avec moi. Donc si on parle des questions, pourquoi n'est-ce pas encore possible de se connecter avec France Connect sur l'espace santé ? Alors déjà 2 choses. La première, c'est enchanté. Ça fait pas très longtemps que je suis arrivé à Hauteville, moi depuis janvier. Donc j'ai pas encore eu le temps d'identifier tous les acteurs du réseau de la médiation numérique sur le territoire. J'avais un peu travaillé avec Bourg-en-Bresse il y a quelques années quand j'étais à Bourg. Et donc j'ai identifié qu'il y avait la maison, effectivement, France Service. Venez prendre un café un jour au centre social où je suis basé. Vous laissez et mon bureau est au centre social et culturel d'Hauteville. Et dans l'idée, en fait, on envisage aussi d'avoir des ateliers d'accompagnement numérique dans l'hôpital, puisque c'est un sujet sur l'hôpital Thierleux sur lequel on travaille depuis quelques années déjà avec le réseau. Et donc, je pense qu'on se reverra très prochainement. Sur la question de pourquoi c'est pas connecté avec France Connect, etc., c'est des réponses que moi j'ai pas. Il faut demander ça à l'Agence du numérique en santé, à la stratégie nationale au niveau du ministère, de la DNS, etc. Aujourd'hui, c'est pas. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Et la question aussi de comment on accompagne nos professionnels de santé à être dans Connect pour faire les aides de démarche des personnes, etc. Je parlais de balbutiement. Aujourd'hui, l'hybridation du réseau entre le réseau de la santé et le réseau de la médiation numérique, il est à ses tout débuts. Clairement. Oui. Je fais souvent cette blague-là, mais quand on a créé la MEDNUM à l'époque, c'est moi qui avais remis le rapport à Axel Lemaire. Je lui avais dit, il y a des enjeux qui vont arriver sur le numérique en santé, c'était en 2016. Elle m'avait dit, c'est déjà dur d'aller frapper à la porte de mon ministère, imaginez aller frapper à la porte du ministère de la Santé. Et les choses se font. On est 6 ans après. Aujourd'hui, les choses, elles se font. D'avoir aujourd'hui le ministère de la Santé associé à la coopérative nationale de la médiation numérique, on se dit ok, l'hybridation est en train de se faire et comme on a réussi à le faire sur la partie sociale d'accompagnement des particuliers aux compétences numériques dans le social et les accompagnateurs sociaux aux compétences numériques, on est en train de le faire sur la santé aussi, ça va venir. Maintenant tout l'outillage, les connexions ne sont pas encore faites au niveau stratégique, au niveau national, mais à la limite j'ai envie de dire c'est pas encore tant ça le sujet, ça viendra à un moment ou à un autre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est
que les gens soient sensibilisés au fait qu'ils ont une identité numérique, et ils ont une identité numérique en santé, et qu'on ne peut pas laisser les choses se faire sans accompagner les populations, et c'est pour ça que le réseau de la médiation numérique est là, et c'est pour ça qu'il faut que nous, les professionnels de santé, on s'en saisisse aussi en se disant, attention, l'environnement dans lequel, les données que je mets, dans quel environnement, c'est important. Il faut que je sois sensibilisé à ça et que je prévienne mes patients, parce que c'est ma responsabilité en tant que praticien, de prévenir les patients de qu'est-ce que je vais mettre comme données, comment ils doivent s'en servir et comment ils doivent être prudents avec leurs données de santé. De la même façon qu'ils n'iraient pas donner leurs médicaments à n'importe qui. Enfin, l'enjeu de la santé, il est crucial par rapport à ça. Ah oui, puis il y a des choses sur lesquelles les gens ont positivement réagi. Par exemple, je suis une femme, dans ma vie, j'ai subi des avortements. Je ne tiens pas à le dire. Et donc, je peux les faire disparaître de mon espace santé. On a la main, si tant est qu'on sache y aller, mais finalement, l'accès n'est pas si compliqué que ça. Les gens qui savent entrer sauront naviguer dedans, je pense. Et donc, c'est des exemples qui sont assez parlants comme ça. Après aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand on est automatiquement, on reçoit le mail en disant vous allez maintenant aller vous inscrire sur l'espace santé, la première chose qu'on vous dit, vous avez le droit de refuser. Parce qu'il y a une tranche de la population qui va refuser, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, je vous les cite tels que je les ai entendus, ça peut vous intéresser, c'est que d'une part, il y a toujours un petit peu de fake news autour de ça. C'est-à-dire que mes données, je ne sais pas sur quel serveur elles vont être placées, donc peut-être que ce serveur sera potentiellement piratable. Donc un jour, quelqu'un va prendre l'intégralité de mon cursus médical, et je n'ai pas envie. Alors, ce qu'on peut répondre, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai à la DEA de Bourg, je ne sais pas si vous connaissez, on a fait un séminaire il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a participé à l'élaboration de mon espace santé dans la Drôme. Donc, elle nous a expliqué un petit peu. Et donc, l'idée, c'est de se dire, oui, mais il y a plusieurs serveurs. Enfin, tout n'est pas sur un seul serveur, vous en avez 2 ou 3. Donc, c'est hyper sécurisé. Et je pense qu'à part l'armée française, il n'y a pas beaucoup de serveurs qui sont aussi sécurisés que l'espace santé. Je ne me trompe pas, je pense. Et puis donc c'est intuitif, vous disiez que finalement on pouvait y accéder facilement une fois qu'on est... Oui, la navigation n'est pas complexe dans le sujet. Enfin, après, quand on a envie de rentrer dedans, on comprend bien, on s'est bien expliqué, ça fait partie des bons sites. Il y a de bons designers, je suis designer à l'origine, je peux en témoigner, donc on a bien travaillé sur le rapport homme-machine, homme-objet. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention, parce que c'est vraiment intéressant. Et puis vous allez nous remercier pour cette belle rencontre. Voilà, on se rencontre. On va être obligé de mettre fin à cette conférence, parce qu'il y en a une autre qui suit. Oui, et en plus, il y a encore 10 000 questions, donc on va garder les 9 minutes. On va vous laisser effectivement continuer cette conversation, parce que c'est très enrichissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à nos 2 intervenants. Merci.